Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à la grande tribune de ce jour. Voici les quelques lignes d'actualité. Félix Tshisekedi, président de la République, remonté contre les accusations de menaces de l'ancien commandant de la force régionale. Le chef de l'État congolais n'a pas également apprécié l'attitude du Kenya qui a décidé de nommer un nouveau commandant sans consultation préalable. Tshisekedi, qui exige clarification, laisse entendre que la force régionale pourrait être appelée à se retirer. Autre nouvelle, le gouvernement de la RDC a décidé de lever des barrières fiscales et administratives qui seraient à la base de la hausse de prix de la farine de maïs dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. La décision a donc été prise au cours d'une réunion tenue le week-end dernier entre le membre du gouvernement et les responsables de la FEC, Fédération d'entreprises du Congo. Et donc, la mesure est donc entrée en vigueur. Pénurie de maïs dans le Grand Katanga et la pénurie donc occasionnée par certains individus mal intentionnés qui ont des connexions avec la Zambie, pays décidé de ne plus vendre la farine de maïs à la RDC. Il s'agit d'une main noire qui vise à soulever la population contre le gouvernement, quelqu'un qui a décidé qu'on ne laisse plus passer les maïs importés qui viennent d'Afrique du Sud. C'est tout simplement des Mouniaka, a déclaré Patrick Mouyaya. Autre actualité, la RDC et la Zambie ont signé le 2 octobre à Lusaka un protocole d'accord pour l'importation et l'exportation de maïs. Donc ce protocole entre la République du Congo et la Zambie va donc s'agir notamment à aider à la traversée des camions remorques transportant des denrées alimentaires en provenance de la République sud-africaine. 80 millions d'hectares des terres arables, la RDC représente la deuxième surface cultivable au monde après le Brésil. La RDC peut donc nourrir potentiellement près de 2 milliards de la population mondiale. Merci mesdames et messieurs, merci et bienvenue donc dans la grande tribune de ce jour. Nous partons par les grandes questions d'actualité pour présenter déjà nos invités. Maître Claude Ngoma, bonjour, vous êtes cadre de Nouvel Élan du professeur d'Adolphe Mouzito. Bonjour maître Claude Ngoma. Bonjour cher Dan, également salutations à mes co-débatteurs de cet après-midi. Vous savez, je porte la voix de ma formation politique qui est le Nouvel Élan, un jeune parti qui vient justement changer le paradigme politique de l'opposition, qui consiste actuellement autour des réflexions, des idées, parce que nous pensons que nos idées sont sérieuses et autour des idées que nous devons construire notre pays. Et donc, voilà la grande ligne tracée par le parti Nouvel Élan. Et je profite ici pour souhaiter bon retour à l'initiateur du parti, le camarade Adolphe Mouzito, qui est déjà de retour à Kinshasa en provenance de la Belgique où il était allé se reposer. Merci beaucoup maître Claude Ngoma. On va donc poursuivre cette émission avec vos invités. John Didrik Madimba, vous êtes indépendant. Bonjour monsieur John Didrik Madimba. Bonjour monsieur Dan, je profite ici pour saluer mes co-débatteurs avec qui nous sommes sur le plateau. En même temps, je salue tout le peuple congolais, tous ceux qui nous suivent et aussi tous les téléspectateurs de Congo Base. Je profite aussi pour vous dire merci pour l'invitation accordée. Merci beaucoup monsieur John. Monsieur Cédric Biengele, bonjour, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Merci cher Dan, bonjour. Bonjour à mes co-débatteurs et puis merci à tous les Congolais, les amoureux de la grande tribune. J'ai profité de cette occasion pour présenter mes hommages au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et ainsi qu'à tous les services qui accompagnent les chefs de l'État. Merci beaucoup, monsieur Cédric. Alors, on commence avec vous. On va prendre les 20 premières minutes, on va consacrer ça aux questions d'actualité avant d'entamer les thématiques du jour. Les 20 premières minutes sont déjà donc entamées. Alors, monsieur Cédric Biengele, vous avez en quelques minutes, 2 minutes, un biscuit, un commentaire à faire sur l'actualité. Par rapport au biscuit, je voudrais par cette occasion présenter un ras-le-bol. J'ai rencontré l'association de personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo. Au travers de cet échange, ils m'ont dit qu'il y a un problème
Étant donné que ces problèmes n'est pas encore résolu, ça va toujours impacter sur la vie sociale des personnes vivant avec handicap. Parce que ces gens, des aveugles, d'habitude, ils vivaient au travers ce qui c'est des navettes, Congo, Kinshasa, Brazzaville. Pendant une période, les chefs de l'État, au travers des gouvernements, ils avaient pris l'engagement de suspendre ces histoires. Mais quand le président Félix est arrivé au pouvoir, il avait autorisé que cette activité puisse se reprendre. Mais pendant cette période, nous observons qu'il y a un silence total auprès des animateurs des STP. Et puis, je profite au travers de ces micros d'interpeller la conscience de l'actuel DG de l'STP. Parce que ces gens-là, c'est vraiment une couche de la population que nous devrons observer leur situation avec beaucoup d'intelligence. Parce que quand vous sillonnez la ville, vous verrez que ces gens-là constituent actuellement comme étant des quémandaires. C'est quoi vous C'est l'ex-Onatra. L'ex-Onatra, ok. Ces gens-là se constituent comme étant des quémandaires. Par contre, ils méritent aussi un traitement louable de la part des gouvernants. Raison pour laquelle nous demandons vraiment au gouvernement de s'impliquer face à ces dossiers. Surtout qu'à l'actuel 2G, M. Martin Loukoussa, de s'impliquer personnellement par rapport à cette situation. Parce que ça déshonore même le pouvoir en place. En tout cas, nous sommes des cœurs avec ces agents de l'ex-Onatra et CTP. En tout cas, nous pensons, je pense que nous allons faire une émission proprement parler sur cette question. Effectivement. Connaître un peu les causes profondes de la chute de cette entreprise qui, il a dit, c'était en tout cas la clé du Zaïre. Vraiment. Aujourd'hui, cette entreprise a sombré. Donc il faudra vraiment qu'on puisse s'y intéresser particulièrement. On ne sait même pas s'il y a des wagons qui circulent encore, qui sont encore en état. Non, même pas, parce que tous ces gens-là, c'était leurs activités principales, mais ces derniers temps, ça pose un sérieux problème. Raison pour laquelle vous sentez dans tous les coins et recoins de la ville, il y a des aveugles, il y a des personnes vivant avec handicap qui se considèrent actuellement comme étant des quémandaires. Donc ça nécessite vraiment un traitement adéquat. On ne peut quand même pas abandonner ces personnes-là comme ça. Il faut déjà, nous les médias, il faut qu'on s'intéresse à cette situation de l'ex-Onatra. Monsieur John Didrik Madimba, alors, un biscuit? Oui. Je vais d'abord commencer en premier à remercier et à saluer aussi le travail qui est effectué au sein du cabinet du ministre des Hydrocarbures, M. Didier Bidimbu. Et ici, on l'appelle Blanc, quelque chose comme Blanc. Voilà. Donc, je salue vraiment le travail effectué parce que le cabinet est trop expéditif. Okay. Le cabinet est trop expéditif. C'est pour moi l'occasion de saluer aussi son conseiller administratif. Je salue son conseiller administratif. Par la même occasion, je salue aussi le cabinet de la vice-ministre qui est encore trop expéditif. Donc, si vous en doutez, vous pouvez au moins essayer pour vous rendre compte de cette capacité qu'ils ont de répondre. Mon biscuit est celui-ci. J'en appelle à la responsabilité du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. EPST. Voilà. Ils ont ramené à la retraite depuis le 2 août 2021 les enseignants. En gratifiant les enseignants d'une somme de 2250 $. Cette somme, depuis cette gratification, elle a voisiné 4 millions de francs, 4 500 000 de francs congolais pour les uns, pour les autres 3 millions quelque chose. C'est vrai, nous avons tenu moi, c'est innovant, parce que les enseignants travaillaient sans cette gratification. Maintenant, humainement, le sens humain, beau moto, ils ont permettre à Bissot de réfléchir. Quand vous gratifiez un enseignant qui a 78 ans, qui doit vivre jusqu'à 100 ans, qui doit vivre jusqu'à 90 ans, avec la somme de 2000 $, ou bien 4 millions de francs congolais, est-ce que c'est humain? Comme frais de retraite. Voilà, est-ce que c'est humain? Ici, j'en appelle. Et puis, ces enseignants sont laissés comme ça. Maintenant, comment ils vont continuer à vivre? Nous avons cru au changement et nous continuons à croire au changement. Nous nous sommes dit, l'avènement de l'UDPS, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est un état dans lequel le travailleur se retrouve. Mais quand vous allez gratifier, alors que 2000 $ pour un ministre, ça ne représente rien. Mais nos pauvres parents, ceux qui nous ont appris à parler français, ceux qui ont appris aux camarades, ceux qui ont appris aux maîtres, ceux qui vous ont enseigné, sont gratifiés de 2000 $. Et après 2000 $, ils sont laissés comme ça. Mais aujourd'hui, nous devons être reconnaissants à l'égard de cette catégorie de personnes. Si M. Tony Mwaba, il est professeur, si M. Tony Mwaba est arrivé à tenir une thèse, c'est parce qu'en amont, il y a eu l'enseignant de l'école primaire. En amont, il y a eu l'enseignant de l'école secondaire. Si le président de la République parle un très bon français comme nous apprécions, c'est parce qu'il est passé par Boboto. C'est parce qu'il est passé par ces enseignants-là. Mais aujourd'hui, ils sont laissés comme ça. Et les enseignants m'ont interpellé, m'ont dit, vous serez à grande tribune, parlez, portez notre voix.
Et comme je ne peux, par devoir de moralité, d'ailleurs, c'est pour moi un devoir moral de porter la voix des enseignants, parce que je m'estime être heureux d'avoir été encadré par eux. Donc, M. Tony Mwamba, vous avez pris une bonne initiative, mais que le sens humain prime. Ces enseignants-là sont délaissés. Avec 2 000 $ à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? 4 millions de francs congolais. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Quel est l'investissement? Quel est le secteur que l'enseignant peut investir avec 2 000 $ pour avoir des dividendes lui permettant la survie jusqu'à sa mort? Est-ce que nous pouvons parler d'une gratification? Est-ce qu'on peut parler d'une retraite? Ou nous pouvons parler d'un suicide? On a voulu simplement tuer les enseignants. J'ai dit. Alors, Maître Ngoma, un biscuit. Oui, un biscuit, ça ne manque pas parce que c'est ça même ce qui fait la beauté de notre magazine. Tout à fait. Je vais aller toujours porter la voix des enseignants. Les enseignants m'ont consulté, ils m'ont vu pour manifester leur désarroi, leur ras-le-bol. Chaque mois, il est ponctionné par tête d'enseignant 10 000 francs congolais. Par chef d'établissement, 15 000 francs congolais. J'en ai parlé dans pas mal de médias ici. J'ai fustigé le ministre Tony Mwamba EPST. Après que ces derniers, via ses services, nous avons travaillé ensemble, j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas de Tony Mwamba, mais il s'agissait de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents des carrières publiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bien bon que les enseignants cotisent pour les retraites. Mais ici, le DG Junior Mata a mis la charrue devant le bœuf. Il a commencé d'abord à ponctionner l'argent, en lieu et place de pouvoir d'abord identifier les enseignants, les affilier, leur remettre leurs cartes de membres et les numéros d'immatriculation de leurs cotisations. Mais cela n'est pas encore fait. Voilà que ces derniers se trouvent ponctionnés 10 000 francs chaque fin du mois. Et mon cher Dan, sur ces plateaux, il faut faire ce calcul. Nous avons 682 000 agents. Prenez 10 000 francs multipliés par 682 000 agents. Ça vous fera combien? Et donc voilà, je dénonce ici le caractère d'une vol organisée par la SENSAP. Et ici, j'en appelle à M. Ligef. Maître, vous ne pouvez pas dire vol pendant que peut-être qu'il y a des éléments d'information que vous n'avez pas, peut-être... Non, moi, les éléments d'information... Peut-être supplémentaires. Non, mais comment? Comment voulez-vous que moi je puisse avoir les éléments d'information alors que les enseignants, dans des banques, ils sont prêts à se battre avec les caissiers? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les enseignants. Prenez votre micro, allez dans des écoles. Comment voulez-vous retenir un enseignant 10 000 francs congolais sur son salaire et que ce dernier n'est même pas au courant de cette cotisation liée à la retraite? Ça pose problème. Or, ces derniers devaient être informés. Même le DG Junior Mata devait même mettre en place une note circulaire. Par exemple, tenir informé, voilà les agents, vous les enseignants, désormais, dans votre salaire, on va commencer à retenir à la source 10 000 francs. Les enseignants, aujourd'hui, posaient la question aux enseignants. Ils se plaignent. Et c'est pourquoi moi, j'en appelle ici à M. Gilles Alinguete, le patron de l'IGF, d'aller enquêter. Comment voulez-vous ponctionner l'argent des enseignants alors que ces derniers ne sont même pas affiliés? Ces derniers n'ont même pas une carte. Bon, cet argent, vous le prenez pourquoi? Vous le logez où? Quelle est la traçabilité de cet argent? Merci beaucoup, Maître. Voilà, je dénonce ici le caractère d'une vol organisé par ces services de SENSAP. C'est ça. Maître Claude Ngoma sur Congo Buzz Télévision. Alors, Monsieur Mbiengele, le président Tshisekedi remontait contre les accusations des menaces de l'ancien commandant de la force régionale de l'EAC. Le chef de l'État congolais n'a pas également apprécié l'attitude du Kenya qui a décidé de nommer un nouveau commandant sans consultation préalable. Tshisekedi exige clarification, laisse entendre que la force régionale pourrait être appelée à se retirer. Il y a manifestement un problème. On doit clarifier cette situation, a dit le numéro 1 congolais. Votre réaction?
Merci beaucoup, cher Dan. Moi, je pense que face à cette question, le chef de l'État a agi en bon père de famille. Pourquoi? Parce que, vous savez, la bonne volonté qu'a animé la République démocratique du Congo de prendre part et puis d'accepter cette force régionale puisse opérer dans nos sols, c'était pour ramener la vraie paix, la paix durable en République démocratique du Congo. C'est tout à fait clair quand vous invitez les étrangers venus dans votre sol pour un État responsable qui est toujours la réévaluation et puis l'évaluation, l'observation, voire la faisabilité de ce que nous avions pris, comment les activités fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas correctement, pour un pays responsable, il faut toujours mettre fin à ça. Bon, la mission de l'EAC s'était définie dans les temps comme dans l'espace. Pendant ces opérations, nous avions tous observé, pendant une période donnée, que ces forces régionales n'ont pas vraiment respecté ce que nous avions pris comme engagement. Preuve en est, quand cette force était ici, pendant un moment, nous avions tous observé qu'il y avait un problème de langage entre les gouvernements congolais et la force EAC. C'était quoi? Selon cette force, ils avaient une mission d'observation. Mais par contre, nous, à l'interne, leur mission, c'était une mission... On se souvient même sur RFI, le chef de l'État avait déclaré qu'ils vont entrer par Bunagana. À l'époque, Bunagana était le fief de CM23. Qu'ils entraient par là et puis mettre hors d'état de nuire. Effectivement, parce que vous savez, ça fait plus de des décennies que la République démocratique du Congo, nous avons la force onusienne ici. Cette force, c'est aussi une force d'observation. Quand on ajoute encore d'autres forces, ce sera question peut-être de créer des chevauchements inutiles. Maintenant, pour éviter ce genre de chevauchements, c'était question d'éclairer la mission de l'EAC. Pendant un temps, comme un bon père de la famille, le chef d'État, il a observé. Aujourd'hui, c'est vraiment opportun d'agir et puis de bien observer ce qu'ils ont fait comme mission pendant que la force est ici en République démocratique du Congo. Parce que en termes des avancées comme des désavancées, il y a plus de désavancées que les avancées. Plus de désavancées. Pourquoi? Parce que leur mission, c'était bien défini. Selon les Congolais, c'était un soulagement de voir la force de l'EAC d'intervenir par rapport aux agressions que nous enregistrons dans la partie est de notre pays. Mais par contre, il n'y a pas de résultats adéquats. Pas de résultats adéquats. Merci beaucoup. Je pose la question à votre voisin de gauche. Monsieur John, la force de l'EAC sur place, le chef de l'État se plaint du comportement d'abord, premièrement, de la démission de Jeff Nyaga, qui démissionne et qui dit qu'il a été objet de menaces. Deuxième fait que le chef de l'État n'apprécie pas, le fait que le président Kenya, William Ruto, va nommer son remplaçant sans consulter la RDC. Voyez un peu. Autre fait, c'est l'annonce du déploiement de la force de la SADC qui va certainement très bientôt être déployée. Votre lecture de cette situation? Ma lecture est celle-ci. Nous devons d'abord, en premier lieu, faire de la question de la défense une question qui relève de la souveraineté congolaise. Les organisations créées en Afrique ne répondent pas et ne sont pas dépendants des Africains. Des organisations des organisations créées en Afrique. Exemple, la SADC, la COMESA, l'Union africaine, ne sont pas des organisations qui dépendent des Africains. Vous verrez que l'Union africaine elle-même, elle est souvent financée par l'Union européenne. Vous verrez encore que la CEDEAO, pour un peu extrapoler, est financée, je crois, par la France. Vous comprenez? Donc maintenant, Lumumba nous a laissé une phrase. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Vous voyez que le complot aujourd'hui, c'est un complot orchestré par l'Occident. On ne doit pas se voir la face. Orchestré par l'Occident. Le chef de l'État, en amenant la République démocratique du Congo à intégrer l'EAC, d'abord, en premier lieu, ce n'est pas une faute. C'est une expression de solidarité. Et l'EAC, parce que nous sommes aujourd'hui, le monde aujourd'hui est régi et entouré par des organismes et de lois qui font en sorte que les hommes ne puissent plus vivre comme à l'ancienne époque. Voilà pourquoi... L'adhésion à l'EAC a créé la polémique même au sein de l'Union sacrée de la nation. C'est que je dis. Certains partageaient cette adhésion, d'autres n'étaient pas... Moi, je dis que en premier lieu, ce n'est pas une faute. Pourquoi? On a dû aller à l'EAC pour essayer de recevoir de l'EAC un appui.
un appui pour dire non à la sauvagerie qui sévit au XXIe siècle. Parce que nous sommes au XXIe siècle, à l'état moderne, nous sommes dit qu'en état moderne, nous ne pouvons plus nous faire la guerre. Voilà pourquoi, dans cette même logique, l'Ukraine est en train de chercher d'adhérer non seulement à l'OTAN, mais aussi l'Union européenne. Mais nous nous sommes rendus compte, par rapport à la feuille de route de Luanda, par rapport aux différentes feuilles de route, l'EAC ne respecte pas ça. Nairobi, voilà. L'EAC joue un autre jeu. Il joue un autre jeu. Et la République démocratique du Congo se trouve piégée. Il y a une contradiction entre les autorités congolaises c'est ça que je dis. Et les troupes sur place. La République, mais quand vous lisez la feuille de route de Luanda, de Nairobi, vous verrez que c'est tout autre chose. Mais dans la faisabilité, on est loin de cette réalité. La faisabilité ne rime pas avec ce qui a été dit et écrit. Pourquoi? Mais c'est ce que je dis, ça veut dire que la République démocratique du Congo est piégée par cette force régionale. La République démocratique du Congo se retrouve piégée. Mais c'est simple, parce qu'il faudrait qu'on se le dise. Dans cette force régionale... Pour arriver à quoi? Le piège, c'est pour... Mais il faudrait suivre le président burundais qui a dit lorsque vous avez une orange et vous êtes à deux, vous vous précipitez cette orange, n'appelez pas un troisième de père que cela vienne presser et vous laisse une orange sans jus. Ça veut dire clairement que nous sommes, comme je le disais, nous nous retrouvons piégés avec cette force. Parce que cette force, d'abord, il faudrait ne pas oublier que cette force est en grande partie constituée des nilotiques. D'abord, ils sont liés parce qu'ils estiment qu'ils sont minoritaires. Et en eux, ils ont une perception des choses comme ils étaient supérieurs aux Bantous. Là, c'est aussi une vérité. Non seulement ça, il faudrait ici que le Parlement, ainsi que tous les organismes et organes censés examiner, qu'on arrive à examiner afin que cette force ne devienne pas une épine comme la MONUSCO qui est déjà une autre épine. Et la société civile, moi j'en appelle à la société civile. Il ne faut pas être là toujours derrière comme des moutons de panurge de politiciens. Voilà le grand problème. Très bien. Bounanga n'a pas partir demain. Parce qu'on ne sait pas comprendre comment voulez-vous qu'un président kenyan vienne nommer un chef d'État ici sans pourtant consulter le président de la République. C'est une insulte. John Madimba, alors Maître Ngoma, votre lecture de ce malaise entre les autorités congolaises et les autorités de l'EAC, Afrique de l'Est. Cher Dan, vous savez, la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays, c'est une question existentielle. C'est une question qui touche à l'avenir de nos enfants. C'est une question qui touche à la souveraineté de notre patrie. Aujourd'hui, le plainte formulé par M. Félix-Antoine Tshilombo n'est qu'une expression d'un échec diplomatique. Les plaintes de M. le Président de la République constituent un échec. Un échec diplomatique. Je voudrais bien que sur ces plateaux, qu'en face de moi, tous ces chantres qui nous bouchaient les oreilles pour nous dire voilà la diplomatie agissante, qu'ils reviennent à nous tenir encore de tels propos. Où est la diplomatie agissante? Où en sommes-nous avec cette diplomatie agissante? Parce qu'aujourd'hui, l'EAC a montré ses limites. La partie RDC a été dupée. Nouvelle-Élan en son temps l'avait bien dit. Mais le mal avec notre régime qui fait sourde oreille à tout ce que propose l'opposition et essentiellement Nouvelle-Élan. Nous leur avons dit, attention avec cette communauté de l'EAC. N'allez pas ratifier notre adhésion. Parce que c'est une communauté essentiellement composée de pays membres qui sont cités dans pas mal de rapports des Nations Unies. Dans l'instabilité dans la partie est de notre pays. Ils ne nous ont pas écoutés. Peut-être pour vous, il ne fallait pas. Il ne fallait même pas. Parce que prenez le pays essentiellement qui compose cette fameuse communauté de l'EAC. Mais ce sont des pays auxquels on a toujours des problèmes. Le Sud-Soudan avec le Mbororo, le Burundi avec le Red Tabara, le Rwanda avec le M23. Je ne voudrais pas les citer ici parce que la liste elle est exhaustive. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, j'aimerais à ce que le président de la République restitue à la population congolaise, de manière sincère, de présenter des excuses. Pourquoi? Parce qu'il avait posé de très mauvais diagnostics au départ. Ils nous ont rassurés ici que voilà, avec l'arrivée de cette force sous-régionale de l'AEAC, on va récupérer Bunagana.
on aura ceci, il y aura la paix. Et vous avez bien fait de le rappeler ici, M. Dan, que Monsieur le Président, sur les zones de RFI, il va nous montrer même, démontrer que voilà, ils vont rentrer même par Bunagana. Voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons assisté dans pas mal de jeux de ping-pong de communication entre le gouvernement de Kinshasa et la coordination de l'EAC. Il y a la dame tanzanienne qui a tenu un point de presse il y a 4 ou 5 mois passés pour dire à la communauté internationale que la mission de l'EAC, de la force sous-régionale, n'était pas une mission offensive. C'était une mission d'observation de paix. Alors qu'en interne, le pouvoir de Kinshasa croyait que, nous disait que, voilà, c'était une mission d'offensive. Il y a une contradiction entre... Contradiction. Alors, dans ce cas-ci, vu vous avez détecté cette contradiction, la bonne part du gouvernement dans les actions qui ont été menées, c'était de dénoncer. Là, le gouvernement a eu juste de voir, de constater le mal et de le dénoncer. Ils ne sont pas restés indifférents face à cette hypocrisie de cette communauté. Non, mon cher Dan, sur un plan diplomatique, on ne vient pas dénoncer. On s'assume et on prend de mesures. Déjà, quand il y a ces cacophonies, la partie RDC devait prendre cette question à bras-le-corps et de donner une grande ligne justement pour se confirmer comme un État souverain. D'accord. Malheureusement, la RDC, dans toutes les tables de négociations que nous allions assister, nous allons négocier tête courbée. Il n'y a pas un rapport de force. Il n'y a pas un rapport de force. J'aimerais, en face de moi, j'ai des amis de l'Union dite sacrée, que sur ces plateaux qu'ils me disent quels sont les rapports de force mis en place par M. Tshisekedi pour remporter cette guerre, cette bataille au niveau diplomatique. Il n'y en a pas. Merci nous en beaucoup. avons vu et nous continuons à les vivre, Zelensky et Poutine. Merci beaucoup, maître. À gauche, il y a des armes qui retentissent. D'accord. À droite, il y a des négociations. Merci beaucoup. Et ici en RDC, il y a quoi? Donc, le président de la République n'a pas le cœur à l'ouvrage. Le président de la République ne cerne pas cette question de la paix à l'Est avec priorité. Merci Il est beaucoup. en train de procéder à l'essai à la politique de ses erreurs. Maître Ngoma, merci beaucoup pour cette intervention. On va prendre la thématique, la première thématique du jour, mesdames et messieurs. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya Katembwe, qui a fait savoir justement, je vais relire ce qu'il a dit, la pénurie de maïs dans les grands Katanga est occasionnée par certains individus mal intentionnés qui ont des connexions avec la Zambie, pays décidé de ne plus vendre la farine de maïs à la RDC. Il s'agit d'une main noire qui vise à soulever la population contre le gouvernement. Quelqu'un qui a décidé qu'on ne laisse plus passer les maïs importés qui viennent d'Afrique du Sud. C'est tout simplement démoniaque. Il s'agit du porte-parole du gouvernement. Quelques jours plus tôt, c'était le ministre des Finances, M. Kazadi, qui s'était exprimé sur cette question devant un confrère d'un média de la place. Disons un peu en des termes plus ou moins similaires, les mêmes réalités. Alors, on va chercher à analyser en tant que politique et aussi analyste, chercher à comprendre la main noire justement qui est derrière, qui serait derrière cette cabale montée de toutes pièces. Alors, monsieur Cédric, je commence avec vous cette question. Que répondez-vous? Comment réagissez-vous d'abord avant de donner? Et comment réagissez-vous par rapport au propos du ministre de porte-parole du gouvernement? Merci beaucoup, cher Dan. Avant de répondre à votre question pendante, j'aimerais d'abord rencontrer les différentes soucis, les différentes inquiétudes que j'ai enregistrées, l'incompréhension dans les chefs de mon co-débatteur, Maître Ngoma. Lorsque Maître Ngoma a essayé de dire que le chef de l'État, le plainte reformulé constitue un vœu d'échec, moi je pense que Maître Ngoma, vous êtes dans la contradiction totale. Parce que quand vous demandez les diagnostics, moi je crois que le chef de l'État, depuis son entrée
au pouvoir, il a essayé de faire un diagnostic clair. Et puis pour un CMP, d'identifier l'épilepsie, soit les cancers qui rejettent à notre système défensif. Parce que vous devez se rendre compte que comme tout État serré, comme a dit mon co-débatteur de gauche, il a dit que nous sommes en 21e siècle. En 21e siècle, aucun État peut s'évoluer en solo. C'est-à-dire, évoluer comme un État isolé, c'est interdit actuellement parce que la vocation des États, c'est de vivre, de vouloir vivre ensemble. Donc, quand le chef d'État est arrivé, la vocation, soit l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC, ce n'est pas seulement du volet militaire comme vous prenez en République démocratique du Congo, mais cet accord n'a pas seulement évoqué l'intervention militaire, il y a aussi le volet économique, un segment que nous devons toujours utiliser. Pourquoi la situation, soit l'agression rwandaise, on a enregistré ça, c'était après notre adhésion à l'EAC. Maintenant, comme tout État sérieux, comme un État qui respecte la volonté, soit de vouloir là de vivre ensemble, le chef de l'État a fait appel. Ce n'est pas question de dire qu'on a cédé notre légitimité, ou soit ce n'est pas question de cacher nos faiblesses, non. C'était question comme un pays, soit un membre, par un prenant de cette organisation, c'était une phase importante que nous sentons aussi de la part de nos voisins, cette intervention. Mais lorsqu'on a enregistré qu'il y a des failles comme un pays responsable, c'était tout à fait d'accord, c'était tout à fait naturel, et puis de revoir, et puis de réexaminer tout ce que nous avons pris comme accord. Ce n'est pas question de dire que c'était où est la diplomatie agissante. La diplomatie a montré de quoi la République démocratique du Congo, aujourd'hui, dans les cancers du monde, nous sommes considérés. Dans les cancers du monde, toutes les personnes sachent que la République démocratique du Congo, les agressions que nous subissons actuellement, c'est le Rwanda qui est derrière ça. Je reviens par rapport à votre question. Quant à cette question, moi, je pense que la République démocratique du Congo, nous sommes un État où nous avons beaucoup de potentiel. En termes de potentialité, il y a, s'il faudra répondre à cette problématique, moi je pense que c'est une part des responsabilités. Pourquoi je dis les responsabilités? Parce que ça fait pratiquement depuis l'indépendance que la République démocratique du Congo, on n'arrive pas à anticiper notre raisonnement. C'est-à-dire, quel serait le Congo de 2030? Quel serait le Congo de 2040? Il n'y a pas de statistiques correctes. Vous voulez dire qu'il y a irresponsabilité de qui? Oui, quand je parle de l'irresponsabilité, je pense que le système de gouvernance qu'on a enregistré dans ces pays, parce que l'agriculture, aujourd'hui, pour développer un pays pareil, ça demande que l'État puisse mettre beaucoup de moyens dans l'agriculture. Mais par contre, il n'y a pas une politique nécessaire, globale, une vision globale face à cette question. Parce qu'aucun État sérieux peut se développer sans des statistiques. Aujourd'hui, nous parlons en termes des estimations. Nous avons ça. Nous avons telle population. Quelle serait notre population en 2030? Qu'est-ce que nous allons faire juste pour développer ces pays? On peut bien dire que non, il y a des histoires, il y a des hostilités là-dedans. Mais moi, je pense que cette main noire-là, quelle est la politique interne utilisée juste pour détecter qu'il y a des mains noires? Quelle est la politique? Ils l'ont déjà détecté. Non, on ne peut pas se focaliser en termes de discours. La grande question, c'est de répondre aux besoins de la population. Les problèmes actuels, les problèmes imminents que nous avons là, ça nécessite que nous décrétons ce qu'on appelle l'état d'urgence agricole. En termes de production, s'il faudra parler... C'est pas bien, vous attaquez votre ministre de l'Union sacrée. Non, c'est pas... Au sein de l'Union sacrée, il y a la démocratie qui règne. C'est pas dit que parce que le ministre a émis un point de vue, c'est un intelligent comme les autres. Nous avons ils ont posé avec beaucoup d'indépendance. C'est eux qui sont allés sur le terrain, ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés en Zambie. Et vous font le rapport à l'institution. Et parmi les causes, Monsieur Dan, la différence, y a une main noire derrière. La différence de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui vous pousse à croire que cela n'est pas fondé? Au système qui nous ont précédés, nous c'est la démocratie. La démocratie là, moi personnellement, je suis le conseiller non payé du chef de l'État. Je suis là pour émettre aussi mon point de vue. Face aux questions qui touchent la République, nous avons tout un intérêt de donner des solutions au travers ce que nous allons émettre. Ça va aussi aider la République à bien avancer. Très bien. Donc moi je pense que ce n'est pas question de faire des faux fuyants. C'est une question de responsabilité. Qu'est-ce que nous allons faire juste pour sauver le pays face à cette crise alimentaire que nous traversons? Non, le main noir ça existe. Lui il a essayé de définir à son niveau. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour dépasser ces mains noirs? Très bien. C'est ça la grande question. Monsieur John, votre point de vue sur votre réaction d'abord sur ce discours du ministre du porte-parole du gouvernement. Je voudrais bien que lorsque nous parlons de la question qui touche à la sécurité, que nous restions aussi, je dirais à
au maître Ngoma que nous restions aussi logiques envers nous-mêmes. Lorsque maître Ngoma dit que le président de la République aurait fait un aveu d'échec, moi je rappelle ici à maître Ngoma, à Moldavie, la première ministre, je crois que c'est la première ministre, qui à chaque fois n'a cessé de dire que Poutine était en train d'instrumentaliser la population qui revendiquait. C'était un aveu d'échec. Non. Ici, le président a voulu remettre le président Kenya, son homologue, sur les rails. Ce n'est pas un aveu d'échec. Si c'était un aveu d'échec, le président aurait consenti. Parce que vous présentez le président de la République comme étant un faible. Moi, je le dis ici et je répète. Je dis très bien. Dans mes dires, je l'ai bien précisé en disant que nous devons examiner encore le résultat sur les attentes de notre adhésion à l'EAC. Vous voyez, moi, je ne suis pas mouton de panurge. Ça veut dire que je ne défends pas le gouvernement comme un mouton de panurge. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je sors ma voix pour dire ce que je pense. Donc, j'étais en train de chercher de vous rencontrer sur ces domaines-là en vous disant sur la diplomatie agissante du président de la République. Le président de la République a réussi à lever l'autorisation sur l'embargo. Le président de la République, dans sa gestion, le président de la République a réussi à permettre à la RDC à diriger les institutions internationales, notamment l'Union africaine, la SADC, ainsi de suite. Ça, ce sont des réussites. Le président de la République a remis la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Ce sont des évidences. On ne peut pas rester là. Je ne fais pas l'apologie du chef. C'est une parenthèse que je voudrais bien fermer. Ce sont des faits, ça ne peut pas faire débat. Je voudrais dire aussi à maître Kouloutou, maître Ngoma, en disant que en 2009, lorsque le gouvernement signait l'accord avec les CNDP, non, l'accord du 23 mars avec la M23, M. Muzito était Premier ministre. Pourquoi à cette époque on ne pouvait pas faire la guerre? Est-ce que l'agression a commencé aujourd'hui? C'était Muzito qui était Premier ministre à l'époque où... Muzito a commencé, il a pris les règnes de 2006. Il faut bien éclairer l'opinion. M23, c'est pas l'abréviation, c'est juste le mouvement du 23 mars. C'est un accord que la République a signé. C'est avec Muzito. Maître Ngoma était où pour demander à la République d'entamer la guerre? Je ne veux pas ici, casser du sucre sur la tête de M. Muzito qui jouit d'une considération chez moi exponentielle. Vous comprenez? Mais je vais simplement dire que le problème est ailleurs. Et en intégrant l'EAC, c'est pour nous, comme aujourd'hui Zelensky ne cesse de crier à gauche et à droite, même quand Zelensky est attaqué. Il lève la voix pour montrer que l'agresseur est russe. C'est de cette même politique. Nous devons aujourd'hui ramener la communauté internationale parce que nous ne sommes pas, la RDC n'est pas dans une jungle. Vous êtes juriste. Nous connaissons tous la charte de l'ONU. La charte de l'ONU prévoit une gamme de sanctions dans son article 35 ou 37, si je ne me trompe pas. Maintenant, pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures? Alors qu'en Ukraine, cette charte est appliquée. Vous comprenez? Maintenant, quand le président sort de son silence, c'est une interpellation même à l'égard de la communauté internationale. Comment on doit le voir sous un mauvais œil? C'est aussi un problème. Mais je reviens au maïs. L'autre problème, c'est ça. C'est là où l'opposition veut s'en approprier. Je rappelle et je le dis. Le problème est ailleurs et le problème date. Le problème est ailleurs et ça date. Le problème n'est pas sur la main noire. Bon, la main noire, au fait, vous voyez, la main noire peut être un problème rencontré à court terme. Mais pour pallier, je ne voudrais pas, je préfère utiliser le conditionnel. Parce que moi, je me dis, si on avait une vraie politique agricole, on aurait pallié à cette importation. Donc, il n'y en a pas. Non, j'ai dit ceci. J'ai dit ce conditionnel. Qui suis-je pour remettre en cause ce que le ministre a dit? Si on avait une politique agricole, on n'aurait pas connu la situation. Là aussi, on avait une politique agricole efficace, une vraie politique agricole efficace, on n'aurait pas connu cette situation. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de l'efficacité. Vous parlez de la non-existence. Non, il y en a, mais ce n'est pas efficace. Mais c'est évident. Est-ce que vous voulez que je refuse, je fasse quoi devant les évidences? C'est évident. Okay. Maintenant que je finisse, vous vous rendez compte que vous avez parlé de 80 millions d'hectares. Vous comprenez? Mais quand vous regardez là, les discussions qui ont eu, je l'ai toujours dit, entre l'Union européenne et les États-Unis, et qui ont, dans les différentes rounds, l'Europe des 6 et consorts, jusqu'à la création de l'Organisation mondiale du commerce. Ces discussions tournaient autour de quoi? Autour de la subvention que les pays de l'Union européenne accordaient à l'agriculture, parce que le domaine agricole est un domaine de subvention. On se souvient que Donald Trump, à son temps, avait refusé les céréales brésiliennes. Pourquoi? Parce que c'est trop subventionné. Même aux États-Unis, on garantit les prêts pour la récolte et les prêts pour la sémence. Donc à la récolte et à la moment de la sémence. Donc il doit y avoir des prêts garantis. Si l'État ne voudrait pas, voilà pourquoi moi j'ai toujours interpellé dans ces domaines la NAPI. C'est là où j'ai dit aux Congolais, l'exonération n'est pas toujours un problème.
Voilà les secteurs dans lesquels l'État doit beaucoup militer. L'écho des investissements doit plus intéresser les investisseurs à venir investir parce que nous avons des terres arabes et que l'État doit encadrer cet investissement en y accordant des exonérations. Si l'État... Le problème date de longtemps. Ça veut dire que nous sommes partis de la destruction de Yangabi, nous sommes partis de la destruction de Inera et vous vous attendez à quoi? Parce que chez moi en Ganachika, les centres Inera ne produisent pas. Vous vous attendez à quoi? On le plante où? Les routes à dessert agricole. Ce n'est pas Moukantombolo qui a détruit ces pays, mais les routes à dessert agricole. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas trouvé les routes à dessert agricole. Il n'a pas trouvé les budgets. Écoutez, non, que je finisse. Les budgets alloués à l'agriculture, sous tous les règnes, je prends depuis 2006. Jusqu'à maintenant, c'est 3,30%. Maintenant, prenez dans les budgets dirigés par le président le président Kabila et ses différents ministres. Quand vous mettez 3,30%, ça représente quoi? C'est maintenant qu'on peut s'attendre à quelque chose dans le futur. Maître Ngoma, vous avez été aux affaires, hein, Nouvel Élan, vous avez été aux affaires, vous avez géré aussi. Qu'est-ce que vous avez fait dans les domaines agricoles à votre époque? Très bien, Dan. Je vais d'abord rencontrer mes deux co-débatteurs. D'abord, il faut souligner, Mozito n'a jamais signé quoi que ce soit pour les accords de M23. Jamais? Jamais. Mais il était Premier ministre à l'époque. Il était Premier ministre et il y a Raymond Tchibanda qui était allé signer. C'était lui le chef du gouvernement. Qui a signé C'était lui le chef du gouvernement. Qui a signé lors des émissions maintenant. Je voudrais arriver. Le patron de l'exécutif. C'était lui le numéro 1 de l'exécutif. Il y a le porte-d'air et il y a le poste régalien. Qui les lignes politiques sont définies par le président de la République. Le Premier ministre à la politique, à la police administrative. J'arrive. Vous prenez les affaires étrangères, c'est l'apanage du président de la République. Tel qu'aujourd'hui, quand M. Lutundula se déplace avec le président de la République, tonton Sama n'a que le devoir de mettre l'ordre de mission point barre. À moins que vous me contredisez sur ces plateaux. Mais cet ordre d'émission... J'arrive, soyez calme. Vous avez de quoi noter. C'est bon, maître. Vous voyez, il y a le budget, finance, l'intérieur. Ce sont des ministères régaliens du chef de l'État. C'est sous l'apanage du chef de l'État. Donc, ici, ce plateau, voilà cette pérégation spirituelle et scientifique, je vous le fais, de ne plus tenir ce genre de propos. Mozito n'a rien fait. N'est pour rien. C'est un innocent. N'a rien pour ça. Un innocent qui ne... Il est totalement innocent dans ça. Pour que Mozito soit redevable en face de Congolais, il faudrait que nos amis me brandissent un acte que Mozito avait signé avec le M23. Par défaut, donc Mozito n'est pour rien. Alors, qu'est-ce que Mozito a fait du point de vue Du point de vue agricole, il faut d'abord comprendre que Mozito, quand il était Premier ministre, pour nous, la priorité des priorités, c'était payer la dette extérieure. De 3 milliards de dollars pris par Mobutu, qui a fait des intérêts jusqu'à 14 milliards de dollars. Et sur ce, nous avons travaillé à livre ouvert avec la Banque mondiale et les FMI. Nous avons payé 10 milliards de dollars. Les 4 milliards de dollars, nous étions alignés parmi les bons élèves. Ça a été supprimé et retourné pour les investissements en interne. Et encore, il faut souligner que Mozito était contraint chaque trimestre de payer 500 millions de dollars. Chaque trimestre, pour apurer la dette de 14 milliards. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Donc voilà ce qui était notre priorité. Sa politique n'était pas orientée vers... C'était l'unique priorité de M. Mozito, c'était de payer. L'unique priorité de M. Mozito avec incidence économique. Pourquoi? Quand nous avons atteint 10 milliards de dollars, il restait les 4 milliards de dollars. La Banque mondiale et les FMI ont formulé de vœux de prendre les 4 milliards de dollars, de les jeter pour les investissements pour les mesures, internes. Du point de vue et alors, agricole, qu'est-ce qu'il a fait maintenant, Mozito, pour booster le social? Il va bouger maintenant les salaires des agents et fonctionnaires de l'État. À son temps, le professeur d'université vous touchez 600 dollars. Mozito les a amenés à 2500 dollars. Mais là, ce n'est pas vraiment la question. La question c'est... C'était justement pour booster le social. Tout à fait. Mais dans le volet agricole, il y avait une très bonne politique de subventionnement mise en place, qu'aujourd'hui, ce gouvernement n'a pas défini. Non, la politique de subventionnement mise en place à l'époque, voilà. Quelles ont été les conséquences, les résultats que cela a produit? Les conséquences et le résultat de cette politique de subventionnement, essentiellement sur le produit de première nécessité, il y avait stabilité
de prix des denrées alimentaires dans le marché local. Dans la production locale, Dans déjà, la production locale. Dis, Parce il y avait que stabilité. nous sommes dépendants de l'importation. Nous sommes fortement une économie qui... Justement, c'est ça ce que je vous ai dit. Je parlais de la subventionnement Justement. que l'État mettait en place pour, pour qu'il n'y ait pas flambée des prix des premières nécessités dans le marché. Là, c'est au niveau peut-être des produits, lutter contre l'inflation. Là, c'est l'inflation, maître. Non, là, je ne parle pas d'inflation. Je parle de la subventionnement. Je vais m'expliquer. La RDC ne produit pas de riz. Mais il y avait un cadre de concertation entre le privé, importateur de riz, et les gouvernements. Okay. Et les gouvernements prenaient en partie les charges pour que le prix soit normal, abordable pour toutes les bourses. C'est de là où moi je parle de subvention. Pour les produits de première nécessité. Voyez-vous, que ce soit de produits importés, très bien, et que le produit, d'ailleurs en interne ici, nous ne produisons pas. D'accord. Alors je viens... Je vais mettre votre temps. Je vais... Non, que je chute par là. Il y a une question de la main noire. Vous ne pouvez pas... Non, mais... une minute, maître. Donnez-moi une minute. Et alors, cette question de la main noire, c'est une fuite de responsabilité de ces gouvernements. Parce que ces gouvernements n'ont pas une bonne politique de priorité, de prioriser les secteurs. Ces gouvernements n'ont nullement réfléchi en termes de donner à notre pays ce que nous appelons la souveraineté agricole, la souveraineté alimentaire. Tout à l'heure, vous venez de le dire. 30 millions de Congolais ont besoin d'alimentation. 50% essentiellement, ce sont des enfants. Alors, il faut se poser la question. Est-ce que Mozito, quand il était Premier ministre, il y avait combien de Congolais ont besoin d'alimentation? C'est de là où nous devons tabler. Et aussi, aujourd'hui, pour cette question de la souveraineté alimentaire, qu'est-ce qui empêche à notre gouvernement d'implémenter cette politique de parc agro-pastoral dans toutes les provinces de la RDC? Parce que tenez Dan, les 26 provinces de la RDC sont des provinces à vocation agricole. Et par conséquent, nous devons avoir des parcs agroalimentaires dans toutes les provinces, justement, pour nous rassurer la longévité et surtout lutter contre la famine en RDC. Merci beaucoup. Voilà que ce gouvernement totalement irresponsable Merci sur beaucoup. cette question. Merci beaucoup, Maître Ngoma. Je l'ai dit, mesdames et messieurs, la RDC peut nourrir 2 milliards de la population mondiale. 2 milliards, c'est le 1/4 de la population mondiale. Nous sommes au Congo, 100 millions de Congolais. 2 milliards, c'est... en tout cas, c'est la Chine et l'Inde réunies. Hein, plus ou moins, c'est la Chine et l'Inde réunies. Donc, on peut nourrir ces deux États-là, les nombres de ces populations-là, sans problème. Anguille sous roche, cause... Manque de politique agricole, ça date de très longtemps. Cause, manque de politique agricole actuellement. Cause, main noire. Cause, population non subventionnée. C'est quoi la cause principale? Où toutes les causes valent? Monsieur Cédric Mengele. Bon, Monsieur Dan, vous savez, d'abord, avant d'aborder la question, je voudrais rencontrer Maître Ngoma lorsqu'il a essayé de dire si les postes régaliens. Bon, Maître Ngoma, à ma compréhension, les fonctions régaliennes, ce sont des fonctions liées au chef. Mais dans l'arsenal juridique de notre pays, selon la vocation de notre constitution, nous avons un pouvoir qui est divisé verticalement comme horizontalement. Et puis nous avons un exécutif qui est bicéphale. Les dualistes de notre constitution, soit de notre exécutif, justifient que les actions du ministre ayant l'affaire étrangère dans ses attributions sont pendantes devant l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les actions du chef de l'État. Donc, pour dire que la mission... oui, soyons juridiques. Donc, preuve en est que vous n'allez pas dire que là, vous êtes dans la science. Je veux vous rencontrer. Ouais, je suis là, là. c'est la science. Mais je suis là. Épargnez M. Mozito, en tout cas, c'est un péché à votre niveau. Non, moi, je vais vous le montrer. Ouais. Là, vous êtes dans la science. Donc, parce que quand Lutundula est allé ratifier l'appartenance de la RDC dans cette fameuse communauté de l'EAC, est-ce que l'Assemblée nationale a été saisie? Dire que c'était la volonté de toutes les actions, du président de la République. Et on ne peut pas prendre ça comme exemple.
Puisque vous dites que vous avez brillé par le bon exemple. Alors comment vous pouvez prendre le Tundura comme exemple? C'est une contradiction. Donc, par rapport à votre question, cher Dan, moi je pense que ces problèmes datent de longtemps. Pourquoi j'ai dit que c'est une problématique que nous avions enregistrée, c'est depuis après l'indépendance, les pays que nous avions hérités. Il n'y a pas une politique nécessaire ou soit une vision globale pour changer les choses. Les différentes gouvernances qu'on a enregistrées dans ces pays, on n'a pas vraiment donné des remèdes ou soit des remèdes nécessaires pour sauver. Il y a toujours des solutions palliatives. C'est-à-dire, comme le maître a essayé d'épingler, il a dit que non, à l'époque du Premier ministre Mozit, on essayait un peu de subventionner les privés, juste pour... vous savez, face à toutes ces solutions, ce sont des solutions, des remèdes, pas des remèdes efficaces, mais juste des mesures palliatives pour sauver la situation dans un temps donné. Alors, mais par contre, au stade actuel, il est question de donner des réponses efficaces, c'est-à-dire... Qu'est-ce que nous allons faire pour que les Congolais de 2030, que la population ne souffre pas de la... Mais il y a un problème important que tout le monde se pose. Beaucoup accusent l'Union sacrée de la nation de manquer de politique agricole. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, est-ce que cela est dû au manque de politique agricole, comme les gens le disent, ou bien c'est parce que déjà, bien avant le président Tshisekedi, avant le président Kabila, avant le président Kabila père, le président peut-être Mobutu, est-ce que c'est déjà à partir de ces époques-là que nous avons connu ce problème-là et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui? Ou c'est vous qui n'avez pas de politique agricole? Moi, je pense que le président Félix ne peut pas répondre à un problème de 60 ans dans 4 ans. Oh. Je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, il est question de définir une politique agricole. Oui. Cette politique, on ne peut pas s'aimer et récolter dans 4 ans. Plutôt dans une année. C'était question, quelle culture? C'était question de faire d'abord ce qu'on appelle un diagnostic. Attendez, la production par exemple de maïs. La production, je reviens. Vous savez, c'était question de faire un diagnostic nécessaire. Face à notre diagnostic, nous sentons que la République démocratique du Congo, nous souffrons de la production interne. Comment créer la production interne? Aujourd'hui, pour faire face à ça, il faudra maintenant stimuler le secteur de l'agriculture. Maintenant, nous avons hérité un certain malade. Ils nous ont présenté dans leur tableau, un tableau sombre avec le projet Bukangalonzo. Ce projet a servi à quoi? On mis que d'aider la politique des politiques des maîtres pour avoir des universités dans tous les recoins de la République démocratique du Congo. On mis peut-être de satisfaire les intérêts égoïstes et de créer un parti politique pour faire face à l'État. C'est ça la vocation de ce qu'ils ont fait. Maître Ngom était aux affaires. On mis de nous laisser des villas et des maisons dans tous les recoins et coins de la République démocratique du Congo. Quelle est la politique agricole qu'ils ont utilisée? Aujourd'hui, avec le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lorsque nous mettons en place les programmes de 145 territoires, ces programmes ont comme vocation, c'est de créer au niveau des entités territoriales décentralisées, pour qu'il y ait quand même les sources de production en interne. Parce que, étant donné qu'on n'arrive pas à définir des stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dans le cas, quand vous allez par exemple à la province orientale, il y a des histoires qui traînent là-bas, mais lorsqu'il n'y a pas des infrastructures nécessaires, comment est-ce que nous allons juste régler face à cette... On doit finir cette thématique rapidement, 30 secondes, solution durable. Moi, je pense que la bonne solution, c'est d'abord d'instaurer l'état d'urgence agricole en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il faudra que toute province qui est quand même, on essaie un peu de stimuler. Les gouverneurs, ils sont là. Vous avez des provinces. Quelle est la production agricole au niveau des provinces? Chaque province doit devenir agricole. C'est tout à fait correct pour régler les problèmes. Parce qu'on ne doit pas toujours se focaliser, s'éterniser, dire que nous avons une économie d'extravertis. Cette expression, ça date de longtemps. On doit quand même dépasser ce genre de mots. Très bien. Aujourd'hui, il est question de mettre une bonne politique pour sauver cette situation. Au lieu de rester, non, nous sommes une économie dépendante, une économie externalisée. On doit créer, stimuler à l'interne vraiment pour donner la solution face à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Cédric Biengele. État décrété un état d'urgence agricole. C'est aussi la proposition du professeur Didier Moumengi que je salue, là où il se trouve. Militarisation de son livre, Militarisation de l'agriculture. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment urgent. Nous devons aider les populations qui sont en urgence, en insécurité alimentaire, de pouvoir en sortir et de vivre aisément. Nous avons les moyens, nous avons les capacités et nous avons les hommes pour ça. Nous devons y arriver, nous y arriverons. Alors, Monsieur John,
On a parlé des causes, on a parlé de cette main noire que vous avez aussi, une thèse que vous avez aussi soutenue, justement, la main noire qui... Ça peut être qui, cette main noire, c'est vous? Non, mais je vais répondre à la question je vais répondre à cette question, mais je voudrais bien rencontrer Maître Ngoma en premier. Je dis à Maître Ngoma que M. Sama Lukonde est l'un des meilleurs ministres, meilleurs premiers ministres, qui durant 2-3 ans maintenant a réalisé des réalisations que personne d'autre. Sur ces points, il ne faudrait même pas en faire un débat. C'est vrai? J'ai toujours dit à ce monsieur... Non, je vais vous donner les chiffres. Il a fait quoi? Je vais vous donner les chiffres. C'est à Maître Ngoma de me rencontrer. Donc plus aussi. que Batata, plus que Muzito, plus que Lumumba. Plus que Lumumba. Je commence. Depuis Lumumba. Non, écoutez, moi je vais donner des chiffres. Moi je vais donner des chiffres. Rencontrez-moi au moins. Depuis Lumumba jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un premier ministre ayant gouverné pendant 3 ans avec des raisons plus que Sama Lukonde. Vous allez constater. Sama Lukonde, parce que lui a évoqué les salaires de professeurs. Les professeurs d'université. Sama Lukonde, durant son règne, 3 ans maintenant, 3 ans de Sama Lukonde a eu à accorder les salaires à 61 000 nouvelles unités du secondaire. Toutes les nouvelles unités de la maternelle. C'est très bien ça. Sama Lukonde, c'est pas fini. 85 000 enseignants retraités. J'ai déploré, mais ils ont eu quand même cette retraite. 80... Non, écoutez, on est en train d'évoluer. 85 000 enseignants. J'ai fait une étude comparative. Donc ça peut ne pas représenter quelque chose. Mais non, je vais y arriver. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Venons en parlant de le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito n'a eu à retraiter aucun enseignant. Je parle devant lui. Cette innovation vient de Sama Lukonde. Il a retraité déjà 85 000. Le Premier ministre... Enseignant qui touche 2000... C'est quand même retraité, c'est quand même un fait. Nous parlons ici sur l'amélioration. Okay. Vous comprenez? Allez-y. Ah oui. Sama Lukonde a donné les numéros matriculés et payé 61 000 enseignants du secondaire. 61 000 enseignants du secondaire. 89 000 primaires. Vous comprenez? Tous les enseignants de la maternelle. Ce n'est pas fini. Sama Lukonde, aujourd'hui, puisqu'il s'agit de lui, a pu... Ce n'est pas une mission bilan. Hein. Non, je veux... Sama Lukonde, non, je suis dans mes minutes. Je suis dans mes minutes. S'il vous plaît. Non, monsieur Dan, Sama Lukonde a eu à élever en grade, durant son règne, 7 000 médecins, 11 000 dans la prime des risques. Ce sont les décisions de Sama Lukonde. Alors, c'est pas fini même... Très bien. Bon, je vais quand même sauter pour venir, parce qu'il a évoqué les exploits de M. Muzito. Je ne suis pas contre, mais je suis en train de montrer que la politique de M. Muzito, hormis le fait de régulariser la dette externe, qui est louable, il y avait une politique à court terme. Ça peut être qui? Non, moi je ne suis pas cité les noms parce que je trouve que le fait qu'il ait la main noire... Le fait qu'il ait la main noire... Moi je ne suis pas dans la politique politicienne. Moi je ne suis pas dans la politique politicienne. Le fait qu'il ait la main noire... Tu vois, dans la vie, il y a souvent des gens qui aiment trouver des boucs émissaires. C'était quelque chose à éviter, c'est ce que je suis en train de montrer. On pouvait éviter ça et on va éviter ça avec cette politique mise en place. Aujourd'hui, il y a la relance du service national. Il y a la relance de l'INERA. Vous comprenez? Il y a la relance de l'INERA. Ces éléments vont permettre à ce que l'on puisse éviter des crises qu'on a connues. Pourquoi il y a des crises aujourd'hui, la crise alimentaire à ces niveaux? Ce n'est pas du tout de l'irresponsabilité du gouvernement. Non! On doit avoir l'honnêteté intellectuelle. Le régime du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est un régime, le président est élu pendant des périodes difficiles du monde. Très bien. Il y a premièrement la crise, mais l'économie, je mets quiconque au défi de me contredire. Nous avons connu la première crise, la crise mondiale économique avec la Covid-19. Les avions ont fait 3 mois sans pour autant décoller. Il n'y aura pas de conséquences, les conséquences sont claires. Hormis là, il y a eu même des bateaux qui ont été cloués au sol. Vous voulez qu'il n'y ait pas de conséquences? Donc, quand nous avons dit, nous étions en période, parce qu'il y a le cycle conjoncturel de l'économie. Lorsque nous sommes relancés, il y a eu la reprise. La guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est invitée. Et lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'invite, il y a encore des conséquences. L'Ukraine est le seul pays au monde produisant le même 30% de la consommation des céréales mondiales. Vous voulez qu'il n'y ait pas de conséquences? Or, le président de la République hérite d'un pays qui a une économie extravertie. Maintenant, vous voulez qu'il n'y ait pas de conséquences à court terme, le coût doit être ressenti. Mais combien de politiques à long terme, notamment
par le mécanisme des relances de l'INERA, par le mécanisme des relances de Yangabi, nous pourrons voir les conditions, à condition que ces gens aussi ne puissent pas détourner de l'argent et ne puissent pas faire preuve de mauvaise gestion. Nous pourrons voir les résultats escomptés d'ici peu. D'accord, monsieur John. On va finir, rapidement, on va finir. La régie nous dit qu'il nous reste pratiquement 6 minutes. Oh là là. Donc, on nous prendra 2 minutes à chacun et on va mettre Ngoma. La main noire, selon vous, comment vous entendez ça? Ça peut être quelle personne? Ça peut être quelle personne ciblée? On n'a pas cité une seule personne, on dit des personnes mal intentionnées. Ça peut être qui selon vous? Non, je ne veux même pas, m'attarder trop sur cette question de la main noire, parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'était une expression, c'est un aveu d'échec. Alors, quelles sont C'est les... l'irresponsabilité qui gangrène, ce qui caractérise ces gouvernements. Parce qu'ils n'ont pas une très bonne politique agricole. Vous savez, aujourd'hui, le Congo peut mourir, peut disparaître dans 2 jours. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas en place une très bonne politique liée aux réserves. Donc, s'il y a une catastrophe qui s'abattait sur la RDC, en 2 jours, on aura faim, on va mourir de la faim. Mais il a dit qu'il ne peut pas, le gouvernement actuel ne peut pas résoudre un problème. Justement, depuis plus de 50 ans. Le gouvernement actuel, je suis d'accord avec lui, que le gouvernement actuel ne peut pas résoudre en peu de mois ou en 4 ans des problèmes qui datent de 62 ans. Mais tout ce que nous demandons à ces gouvernements, de poser les jalons. Qu'est-ce qui manque à ces gouvernements de nous mettre en place? 2 banques de crédit agricole, de nous organiser des coopératives agricoles. Qu'est-ce qui manque? D'accord. Pour inciter et soutenir tous ces privés qui travaillent dans les secteurs agricoles. Parce que l'État a l'obligation aussi d'organiser ces secteurs agricoles et de les accompagner. D'accord. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous avons le cas de Bukangalozo que venait de citer mon ami Cédric. Mais attends, en entendant que la justice fasse son travail autour de ces dossiers, 30 secondes. mais qu'est-ce qui empêche au gouvernement de relancer Bukangalozo? Parce qu'aujourd'hui, avec le maïs, nous avons des maïs à 3 mois cultivables et puis vous récoltez. Nous avons des maïs à 6 mois cultivables pour vous récolter. Merci beaucoup, Mais Maître Ngoma. pourquoi doit-on déplacer 7 ministres? Aller nous acheter le foufou? C'est quand même aberrant. Alors que nous avons des ambassades partout. On devait même saisir des conseillers consulaires, des attachés consulaires, de faire ce travail dans ces pays frères, dans ces pays amis. On y est place de déplacer des ministres en leur tapant de frais d'émission. Donc, voilà quand nous disons que nous sommes en face des justiciers. Merci beaucoup, Maître Ngoma. Alors, monsieur Biengele, cette situation, comment la résoudre Moi, je pense que, vous savez, quand je vous ai dit dans mon introduction, on ne peut pas développer l'État sans des statistiques nécessaires. Aujourd'hui, nous avons un ministère des Plans au niveau national comme au niveau des provinces, mais nous sentons l'inefficacité de tous ces ministères. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un problème pendant que la population traverse ce qu'on appelle la crise alimentaire. Ça nécessite des solutions adéquates. Mais faute d'une vision globale, ce qui fait que nous traînons toujours dans ça. Moi, je suggère à ce que, hormis l'état d'urgence agricole, il faudra aussi adapter parce que nous voyons au sein de notre armée, au sein de notre police, on n'a pas aujourd'hui une police de qualité. C'est-à-dire, nous avons des jeunes qui sortent des universités, des instituts supérieurs. Pourquoi pas créer une nouvelle police et puis de prendre l'ancienne police et de l'adapter à l'agriculture? Au sein de l'armée, nous avons des militaires qui traînent encore. Quand vous circulez la ville, vous verrez il y a des militaires qui circulent la ville sans rien à faire. Mais pourquoi pas de prendre tous ces gens-là, de les affecter même dans les secteurs agricoles? Parce que nous avons des provinces productives en termes d'agriculture, mais sont mal exploitées. Mais nous avons la richesse, ce qu'on appelle les ressources humaines qui traînent. Pourquoi pas de prendre cette population, cette tranche de population, de l'affecter dans ces secteurs pour stimuler encore de plus, au lieu et à la place de se plaindre à tout moment, de se focaliser notre intelligence vers l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur Biengele, monsieur John Didrik Madimba. Votre point de vue aussi pour finir cette question de manque de farine de maïs. Qu'est-ce que vous préconisez pour notre gouvernement? À court terme, je demande au gouvernement de s'ouvrir encore plus et de rechercher encore d'autres frères afin de résoudre d'abord à court terme
le problème alimentaire en République démocratique du Congo. L'exemple de la Zambie qu'on sort a échoué, mais le gouvernement doit encore mener des démarches parce que l'achat à l'extérieur n'a jamais été une faute. Il n'a jamais été une faute. Mais aussi, je demande au gouvernement de se lancer dans la production de biens de consommation de première nécessité, comme le maïs. On peut produire le maïs pour 3 mois. Et pourquoi nous sommes grands consommateurs du maïs? Pourquoi on doit attendre les saisons? On peut mettre en place une politique en vue de désaisonner la saison. Une fois de plus, pour montrer mon équilibre, j'interpelle le Premier ministre en disant dans le programme quinquennal du gouvernement, il y a la création d'une banque agricole dans ce programme. Je demande au Premier ministre, avant la fin de son mandat, qu'il fasse en sorte que les banques agricoles existent en République démocratique du Congo. Je vous ai dit, même aux États-Unis, il y a des garanties des prêts. Des prêts pour la récolte et même pour le moment où la période de la sémence. Donc le secteur agricole est un secteur dans lequel il y a beaucoup de subventions. Je termine en disant ceci. Celui qui signe l'ordre de mission et celui qui va abusivement rectifier certaines chartes sont tous des responsables devant le peuple congolais. Pour rencontrer Maître et qui dédouanait Mozito, monsieur qui dédouanait le ministre honoraire, d'avoir signé l'ordre de mission de M. Raymond Tshibanda. Je rappelle ici que le Premier ministre est celui qui détient la police administrative. Je parle sous réserve de Maître Ngoma qui est en face de moi. J'ai dit. Allez, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Demain, jeudi, retrouvez M. Daniel Kamboa. Moi, je n'ai pas conclu. Vous étiez le premier. Retrouvez M. Daniel Kamboa qui sera ici, sous cette tribune. C'est lui qui va donc animer cette émission. Monsieur Daniel Kamboa, nous vous saluons. Et demain, ça sera vous qui allez animer cette émission. Portez-vous bien. On se retrouve vendredi pour conclure la semaine. Portez-vous bien, donc, à vendredi.